Salut à toi. Alors, on sait tous que l'absence de censure, c'est un élément fondamental du Web 3.0 et de la décentralisation. Cette semaine, on a vu que ce fondamental était menacé parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont vu leur compte MetaMask bloqué. On va revenir sur ça. On va aussi revenir sur les restrictions contre la Russie et comment les acteurs de la crypto ont réagi. Suite à cela, on va voir que l'Ukraine a réussi à recevoir plus de 50 millions de dollars de dons en crypto et on va terminer par la DeFi où il y a un scandale autour d'André Cronje et de Phantom. Donc tu connais, si tu connais pas, chaque semaine on revient ensemble sur les actualités les plus croustillantes reliées à l'univers crypto. On commence directement en partant au Venezuela. Au Venezuela, il y a des utilisateurs qui ont vu leur compte MetaMask bloqué. Ce qui est assez surprenant parce que MetaMask, c'est un wallet décentralisé qui n'est pas censé pouvoir bloquer le compte de ses utilisateurs. Donc, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Contexte. En fait, bon, MetaMask, c'est le wallet le plus populaire et le plus utilisé pour accéder aux applications sur Ethereum et sur les autres blockchains EVM compatibles comme Phantom ou la BNB Chain. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que MetaMask utilise le service Infura pour son bon fonctionnement. T'inquiète, on va y revenir. Mais MetaMask et Infura, ce sont deux produits de la société Consensus. Si MetaMask, c'est le produit le plus connu, Infura est aussi vital pour l'écosystème Ethereum et Infura agit dans l'ombre. En fait, Infura permet de faire tourner des nœuds pour accéder plus facilement au Web3. Donc, on peut voir Infura comme le pont entre Ethereum et les applications décentralisées. En théorie, on pourrait tous remplacer Infura en créant nos propres nœuds, mais c'est très compliqué en pratique. C'est pour ça que beaucoup de projets comme MetaMask utilisent l'API d'Infura pour faire fonctionner leur application. Et dans le cas des comptes MetaMask qui ont été bloqués, au début, on pensait que MetaMask avait censuré ses comptes et il s'est avéré que le problème venait du service Infura. Infura avait par inadvertance coupé le Venezuela. En fait, il devait modifier certaines configurations suite à des nouvelles directives de sanctions des États-Unis et malheureusement, sans faire exprès, ils ont bloqué le Venezuela. Après, tout s'est remis dans l'ordre, mais on voit quand même que ça pose quelques problèmes. Déjà là, on a vu que MetaMask n'est pas le responsable, mais qu'il a subi les actions d'Infura. Et ça met en lumière que MetaMask, c'est un service décentralisé qui passe et dépend d'Infura, qui est un service centralisé, qui est soumis aux régulations et aux décisions du gouvernement duquel il dépend. Ça met en lumière et ça remet en question le concept même et les fondamentaux de la décentralisation. Parce que si une application décentralisée dépend d'un service centralisé pour pouvoir bien fonctionner, pouvons-nous vraiment considérer l'application décentralisée comme décentralisée? C'est vraiment une question qu'il faut se poser, tu vois. Et c'est aussi relié à un autre sujet qui concerne OpenSea. OpenSea qui a banni plusieurs utilisateurs, notamment d'origine iranienne, dû à des sanctions des États-Unis. Donc il y a des artistes qui ont perdu leur compte, qui ont vu leur compte désactivé. Ce à quoi OpenSea a dit que leurs conditions d'utilisation interdisent explicitement aux utilisateurs sanctionnés ou aux utilisateurs dans des territoires sanctionnés d'utiliser leur service. Donc là aussi, ça fait que beaucoup de questions émergent sur cette notion de décentralisation telle qu'on peut la concevoir. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Maintenant, on va parler des restrictions qui sont reliées à la Russie. Il y a plusieurs entreprises, banques qui ont mis en place des restrictions contre la Russie. Par exemple, on a pu voir que Revolut, la néobanque, elle bloque les transferts en Russie et Biélorussie. Il y a Visa et Mastercard qui bloquent les banques russes de leur réseau suite à ces sanctions-là. Donc, on voit que l'argent en banque ne nous appartient pas. C'est un gros problème. Maintenant, on a aussi vu qu'il y a le vice-premier ministre ukrainien qui a invité les acteurs de la crypto à bloquer l'accès de leurs services
aux utilisateurs russes, ce à quoi les acteurs de la crypto ont répondu négativement. Par exemple, il y a le PDG de Coinbase qui a déclaré qu'il n'allait pas interdire les utilisateurs russes d'utiliser leur plateforme, à part bien sûr si le gouvernement lui imposait, parce que malheureusement les plateformes centralisées dépendent des décisions du gouvernement. Pareil pour Kraken. Kraken a dit qu'il ne peut pas geler le compte de ses clients russes sans obligation légale. Et il a aussi ajouté que dans tous les cas, la majeure partie des détenteurs de crypto sur Kraken étaient anti-guerre. Donc ce ne sont pas eux qui sont pour la guerre. Et pareil pour Binance, il y a un représentant de Binance qui a dit qu'ils ne vont pas geler les comptes des millions d'utilisateurs innocents. La crypto, c'est censé offrir une plus grande liberté financière aux personnes du monde entier. Et voilà. Binance, par contre, sera aussi contraint de fermer les comptes si le gouvernement lui impose de le faire. Mais à part ça, aucun blocage ne sera fait avant qu'il n'y ait une obligation du gouvernement. C'est assez positif. Et concernant la crypto, on a aussi vu que suite à toutes les sanctions économiques qui ont été prises contre la Russie et la Biélorussie, les Russes ont trouvé dans les cryptos une certaine forme de valeur refuge. Ils ont investi massivement dans le Tether, donc le stablecoin, et notamment dans le Bitcoin. On a pu voir que le cours du rouble a chuté et les volumes d'échange USDT-rouble, tout comme les volumes d'échange Bitcoin-USDT, ont explosé. Si on parle maintenant du côté ukrainien, on a vu que l'Ukraine a reçu beaucoup de support, beaucoup de donations en crypto. Par exemple, Binance a annoncé un don de 10 millions de dollars à l'Ukraine. Il y a Uniswap qui a ajouté un outil pour faciliter les dons de crypto en Ukraine. En tout, l'Ukraine a reçu plus de 50 millions de dollars de donations en crypto. C'est exceptionnel. Et dis-toi qu'ils ont même commencé à accepter les paiements en Dogecoin. Donc on traverse une période assez particulière. Une autre belle action, c'est qu'il y a l'Ukraine DAO qui s'est constituée pour supporter l'Ukraine. Elle a réussi à vendre un NFT du drapeau ukrainien pour 6 millions de dollars. Donc c'est juste incroyable. Et l'autre nouvelle qui a assez surpris beaucoup de personnes, c'est que le gouvernement ukrainien avait annoncé sur Twitter réaliser un airdrop. Donc ça a surpris beaucoup de personnes. Ça a permis de booster les dons parce que je pense qu'il y a des gens qui ont voulu donner pour pouvoir recevoir l'airdrop. Mais finalement, l'Ukraine a changé d'avis et a dit qu'elle allait lancer une collection de NFT. Mais de manière générale, on voit que la crypto, elle joue un rôle important dans le soutien des personnes impactées par cette guerre, que ce soit en Ukraine ou en Russie. Et quelque chose de positif, c'est que on voit aussi que les gens se rendent compte que la crypto n'est pas seulement un outil de spéculation, mais c'est bien un outil nécessaire et essentiel pour vivre, survivre et jouir pleinement de sa liberté. On va terminer en passant en revue quelque chose qui s'est passé dans la DeFi. On va parler d'André Cronje. En fait, André Cronje, c'est un développeur brillant, très connu dans le monde de la crypto pour ses grandes contributions. Il a créé plusieurs protocoles. Le 24 février, il a lancé une plateforme Solidly qui a fait l'objet de quelques controverses. Il y a des utilisateurs qui ont rencontré des problèmes sur la plateforme. Suite à cela, la plateforme a fermé. Pareil sur Twitter, je crois que André Cronje, il a supprimé son compte Twitter. Et si je te parle de ça, c'est parce que dimanche, il y a le partenaire d'André Cronje qui a annoncé que lui et André Cronje allaient se retirer de la DeFi. C'est une nouvelle qui a fait beaucoup de bruit parce qu'ils avaient énormément contribué notamment à l'écosystème Phantom. D'ailleurs, la fondation Phantom a dit qu'elle remercie André Cronje pour tout ce qu'il a fait. Mais on a pu voir que le cours de la crypto de Phantom, il a chuté. Pareil pour le cours du token relié à Yearn Finance, parce que Yearn Finance, c'était une plateforme qui avait été en grande partie développée par André Cronje. Donc, c'est quelque chose qui a fait beaucoup de bruit dans la DeFi sur Twitter. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Moi, je pense que quand une plateforme ou un écosystème dépend d'un développeur ou qu'il y a un développeur qui est mis en avant, c'est assez risqué et en fait, ça peut être un danger pour la plateforme en question parce que si le développeur part, on voit que les
les personnes peuvent réagir par la peur et peuvent se dire que si le développeur part, ça veut dire que le projet est mort et vendre, ce qui n'est pas forcément le cas. Moi, je pense et j'espère que Phantom, Yearn Finance vont se relever. En tout cas, ce n'est pas une blockchain que j'utilise, mais n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Maintenant, on va parler de l'écosystème Terra. En fait, il y a Luna qui a dépassé Ethereum en termes de total value stacké. Et je précise sur cette notion de stacké parce que c'est pas la TVL. Il y avait un tweet où quelqu'un avait dit que Defilama avait d'autres statistiques, mais en fait quand on parle de value stackée, on parle uniquement de la crypto qui est bloquée pour le stacking, donc pour recevoir des revenus passifs très simplement, mais la total value lock, dont la valeur bloquée, elle peut aussi prendre en compte les cryptos qui sont bloqués pour réaliser d'autres opérations DeFi comme le landing. Je voulais juste mettre en avant cette différence, mais on voit que l'écosystème Terra est très populaire. Il y a énormément de personnes qui viennent dessus. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont attirées par Encore Protocol qui propose des rendements à 20% sur l'UST. Mais est-ce que c'est quelque chose qui va être durable sur le long terme? N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Moi, à titre personnel, mon écosystème préféré, c'est l'écosystème Cosmos. D'ailleurs, je vais commencer à te faire plusieurs vidéos sur cet écosystème et des tutoriels. Là, notamment, il faut qu'on parle de l'EVMOS, donc qui va permettre de relier facilement l'écosystème Ethereum à l'écosystème Cosmos, et aussi le Superfluid qui s'est lancé sur Osmosis. Donc voilà, moi je suis très enthousiaste sur l'écosystème Cosmos. Je pense qu'il y a de très beaux jours devant lui. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. C'est tout pour les actus de la semaine. N'hésite pas à me dire les actus qui t'ont plu, celles que je n'aurais pas forcément traitées aujourd'hui. Et puis si tu as kiffé, tu peux soutenir en mettant un pouce j'aime, tes commentaires, t'abonner à la chaîne. On peut se retrouver sur les autres réseaux sociaux. Et puis pense à Dior tout le temps, et moi je te dis à très vite.